Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai le plaisir d'interviewer Maël. Maël qui est un multi-investisseur, voilà, qui fait partie aussi de l'équipe Projet Locatif et qui va nous donner tous ses meilleurs conseils et nous parler un petit peu de son expérience. Dans cette vidéo, à tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où j'ai le plaisir d'accueillir donc Maël, bienvenue. Merci beaucoup, merci de ton accueil sur ta chaîne du coup. Eh bien, avec plaisir, merci à toi aussi d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Donc Maël est un investisseur, il va nous expliquer un petit peu son parcours, qu'est-ce qu'il a fait, ses erreurs peut-être aussi, ses meilleurs conseils, voilà. L'idée c'est de faire bénéficier de ton expérience à la communauté et d'aider un petit peu tout le monde, voilà, à éviter de faire des erreurs, on en fait tous un peu au début, bien sûr, des choses qu'on optimise mieux, tout ça. Donc je pense que même on pourra mettre des photos de tes projets, tout ça, on verra. Avec plaisir, oui. Donc si tu peux juste te présenter en quelques mots, juste savoir d'où tu viens, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et voilà, qu'on puisse un petit peu te situer. Ok. Alors je m'appelle Maël Puot, j'ai 30 ans, je suis de la région bordelaise. Ok. Voilà, donc Bordeaux et la région bordelaise, campagne bordelaise, plutôt à 50 km de Bordeaux. D'accord. Voilà, dans l'entre-deux-mers exactement, pour ceux qui connaissent. Du coup, j'ai commencé, pour parler de mon parcours d'investisseur, j'ai commencé l'investissement immobilier il y a 5 ans maintenant. D'accord, ok. Voilà, sans aucune stratégie d'investissement, rien du tout. T'es lancé dans le grand bain. Je me suis lancé, alors dedans, mais au départ c'était pour un achat de ma résidence principale. D'accord. Je voulais acquérir donc ma résidence principale. Mon premier achat était un appartement en VFA, donc sur plan, sur Bordeaux, parce que je voyais que Bordeaux prenait quand même de la valeur. Oui. Et je m'étais dit, il y a quelque chose à faire. Je m'étais laissé séduire aussi par tous les avantages qu'il peut y avoir sur le VFA. Ok. TVA 5.5, prêt à taux zéro, oui. Frais de notaire réduits, etc. Oui. Du coup, ça a été mon premier investissement. Voilà, je regardais sur de l'ancien. Pour de la résidence principale, finalement. Pour de la résidence principale, exactement. Voilà. Premier passage chez le notaire. Ouais. Donc du coup, je vais à la banque, on va commencer par là. Ouais. Je pars à la banque et je dis, voilà, j'ai envie d'acquérir un bien immobilier. J'avais quasiment pas d'argent sur le compte. J'étais en CDI par contre. J'allais dire, tu faisais quoi comme job du coup? Alors je venais de finir mes études de commerce jusqu'à la licence, une licence responsable développement commercial. Et je travaillais dans un magasin d'électroménager. Donc j'étais responsable d'un petit magasin d'électroménager. Ok. Grâce à ce CDI et la stabilité financière, je savais que je pouvais peut-être penser à acheter. Et du coup, donc, je me suis dit, je vais acheter ma résidence principale. Et l'idée, c'était sur Bordeaux, où je voyais que ça prenait de la valeur. Il y avait un attrait sur Bordeaux qui commençait à être de plus en plus important. D'accord. Du coup, donc, je vais voir ma banque et je demande un premier prêt pour acheter cette résidence principale, un prêt de 120 000 €. D'accord. Je vois que c'était compliqué. Ils m'ont dit, bon, c'était un peu le maximum. C'est ce qui m'a permis de mettre cette barrière à 120 000. Et donc, j'achète mon premier appartement en VFA. Ok, très bien. Du coup, donc ça a commencé comme ça. Principale. C'est ça. Après, sur une longue durée, tu as fait... Sur une longue durée, 25 ans, parce que je voulais des plus petites mensualités possibles. Ok. À ce moment-là, j'étais vraiment pas dans l'investissement immobilier, quoi. J'étais aucune stratégie, j'étais pas du tout là-dedans. Ce qui a tout changé, en fait, c'est un an après. Ma curiosité, elle m'a amené à visiter un bien d'un client à moi qui avait 90 ans et qui me dit, voilà, j'ai un bien à vendre qui est intéressant, un petit peu compliqué parce qu'il y avait des procès, etc. Mais il me fait visiter ça. Par curiosité, je me dis, j'ai acheté mon bien, c'est impossible que je puisse acheter autre chose. Mais par curiosité, j'y vais quand même. Et je m'aperçois que c'est un bien qui est quand même intéressant. Je me dis, mais c'est un truc hors de prix. Et ma curiosité fait que je dis que je suis quand même intéressé. Je veux pousser la démarche jusqu'au bout. Oui, pour voir jusqu'au bout. Je me dis, mais quel va être le prix de ce bien, etc. La personne me donne le prix et il me dit, tu es le premier au courant, je te donne le prix. Et je pense que voilà, c'est un bon coup. Et effectivement, je me dis, pour moi, ça vaut beaucoup plus. Ah ouais. Je retourne voir ma banque. Donc un an après mon achat de mon appartement, les tickets pour 120 000 €, c'était compliqué d'avoir plus. Et j'y vais avec un business plan comme on nous apprenait à l'école, où en fait j'avais évalué les risques,
C'était un ancien corps de ferme en pierre apparente, au milieu de 15 hectares de terrain, divisé en 3 maisons. Wow. Et du coup, donc, était abandonné depuis une quinzaine d'années. Donc il y avait des travaux. Je monte un business plan papier, je vais voir ma banque mais au culot. Et je dis bon ben voilà, j'ai un plan, j'ai ça, je pense je peux investir comme ça peut me rapporter tant. J'ai évalué les risques c'est ça, ça et ça. La banquière rentre tout dans son ordinateur et elle me dit ok c'est bon on vous suit. Et là, je la regarde, je dis, mais. Je m'attendais pas à ça. Mais oui, je me dis, mais attendez, donc je m'arrête, je marque un temps de pause et je lui dis, mais il y a un an, pour 120 000 euros, c'était compliqué. Oui. Et là, on parle de 270 000 et vous me dites, OK, comme ça. Et elle me dit, ben oui, regardez, elle tourne son écran, elle me montre les voyants ouverts et elle me dit, mais vous avez évalué les risques, c'est rentable, c'est de l'investissement locatif, c'est totalement différent. On prend en compte les revenus. Donc, exactement. Et là, je dis, mais ok, super. Incroyable. Elle me dit, on y va. Je dis, ok, on y va, c'est parti. Wow, génial. Et là, je pars, donc je mets un premier pas dans l'investissement immobilier. Je me rends compte que c'est intéressant, je pars dans des travaux. Et là, je me fais en fait toute mon expérience à partir de là. Et là, donc, je prends la fibre de l'investissement et je ne me suis pas arrêté depuis 5 ans. Donc, j'ai acheté des maisons, des appartements, des immeubles, des locaux commerciaux, des garages, etc. Super. Voilà. Tu t'es vraiment diversifié après quoi? En fait, je pense que j'avais l'envie et besoin de connaître un petit peu toutes les différentes formes d'investissement. Quand on commence à s'y pencher, en fait, je voulais tester à tout. J'entendais plein de sons de cloche et je voulais me faire mes propres expériences là-dessus. Ouais, très bien. D'accord. Donc le premier projet, tu as fait, parce qu'au début, tu t'es quand même, le premier, il était quand même un peu compliqué, quoi. C'était avec des travaux, tout ça, il y avait beaucoup de travaux à réaliser. Le gros avantage de ce bien, c'est qu'en fait la division était déjà faite, mais il y avait des travaux. J'avais pas du tout la gestion des travaux, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Donc c'est pour ça que je pense que l'importance de se former, de suivre des vidéos quand on commence et d'être bien accompagné. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs sur les travaux, sur la fiscalité, etc. Et on peut dire un peu les erreurs justement pour aider, qu'est-ce que les choses que tu ferais différemment? C'était quoi les principales erreurs? Alors les erreurs, c'est un budget travaux qui a été sous-évalué. D'accord, ok. Première chose déjà, largement sous-évalué. D'accord. Je m'étais dit, je pense que beaucoup de personnes peuvent penser aussi comme ça et c'est se dire bon ben non mais ça coûte pas cher de faire soi-même ou ça, non, mais ça coûte pas cher. En fait, il ne faut pas sous-évaluer les travaux. Les travaux, ils peuvent être importants et il vaut mieux qu'ils soient dans l'enveloppe de crédit au départ que de devoir les après, c'est compliqué sinon. C'est ça. Donc toi, parce que pour te positionner, tu es obligé d'évaluer sans devis. En fait, sans expérience d'un sans expérience, donc c'est là où ça peut être un peu compliqué. Effectivement, avec l'expérience, on arrive à évaluer après les travaux plus précisément. Bien sûr. Mais au début, du coup, pour se lancer, tu as évalué comme ça, et puis c'est parti. Puis finalement, quand tu as reçu les devis, c'est ça où tu t'es rendu compte qu'il en manquait un peu, quoi. Oui, et puis il y avait des devis que j'avais pas, il y avait des choses qu'il y avait à faire que je n'avais pas anticipé, même si j'avais quand même été prudent, j'avais fait venir des professionnels, mais il y avait des choses que voilà. Avec le temps on mûrit, on voit différemment. C'est ça. Donc ça, c'est vrai que les travaux, première erreur. Deuxième erreur, c'est négliger sa fiscalité. Oui. Donc là, la petite anecdote, ça a été que ce premier bien, première année, donc j'investis dans premier investissement locatif, je rentre des loyers. Première année, je me dis, mais je gagne encore plus d'argent avec les loyers. Et en plus de ça, je paye plus d'impôts. Oui. Je dis, mais c'est génial grâce au déficit foncier. Déficit foncier, excellent. L'immobilier, waouh, c'est super. Ça donne envie de claquer. Ah, mais ouais, on se dit, mais c'est jackpot. Première année, ce qui est bien, c'est qu'avec le déficit foncier, vous avez le droit d'imputer sur vos revenus globaux, vos revenus de salaire, 10 700 euros. Donc, effectivement, quand on gagne 2-3 000 euros par mois, on passe d'un revenu imposable à non imposable. Donc, c'est vrai que. C'était ça. Et en plus de ça, les revenus fonciers ne sont pas imposés puisqu'ils tombent à zéro. Oui, donc, exactement. Donc c'est ça, je ne payais pas d'impôt sur les revenus fonciers qui pouvaient rentrer avec cet investissement et je ne payais même plus d'impôt sur mes revenus à moi perso de salarié en fait. Je me dis mais waouh, l'immobilier c'est génial. Plus d'argent à la fin du mois, C'est ça, sauf que deuxième année je me fais allumer et là je me dis bon Mel, il y a quelque chose que tu as on a raté. Tu as loupé. Donc, et là j'ai commencé à me mettre à fond dans l'investissement immobilier, me former, vidéos, lectures, etc. sur la fiscalité immobilière principalement. Pendant des mois, j'ai mangé de la fiscalité immobilière. Et là, je me suis aperçu que j'avais fait pas mal d'erreurs, que le bien, mais il fallait pas forcément investir comme ça. J'ai pu corriger certaines choses, notamment en passant sur des statuts fiscaux plus intéressants comme le LMNP, dont on entend beaucoup parler d'ailleurs. Très bien. Et après, ça m'a permis pour les autres investissements qui ont suivi de optimiser ça.
Ouais, tout à fait. Donc, ouais, c'est important. Hein. La fiscalité, il faut savoir l'anticiper, il faut la connaître. Et, ouais, parce que c'est ce qui peut manger un peu tout le projet, le cash flow, nous mettre en difficulté et pour certains même arriver à des fois revendre des biens en catastrophe parce que la fiscalité peut devenir vite écrasante au fur et à mesure du temps où on a de moins en moins de déductions à faire et donc les déclarations de plus en plus importantes. Et bon, là c'est vraiment tout ce qu'on veut pas. Donc je vous encourage à anticiper la fiscalité, l'imposition et si vous ne savez pas faire, allez voir un expert comptable, allez voir quelqu'un qui vous donnera des perspectives justement sur votre fiscalité, quoi. Voilà. Ouais, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, c'est qu'en fait après avoir passé plusieurs mois de formation, enfin d'auto-formation en fiscalité immobilière, le problème c'est qu'on entend de tout et n'importe quoi et du coup donc j'avais pas mal d'idées, je voyais les choses beaucoup plus claires. Mais après, j'ai pris une expert comptable qui m'a permis de confirmer tout ce que je pensais et avec qui maintenant je bosse sur tous les projets. D'être bien accompagné, très important. D'accord. Bon, pas mal de bons conseils là. Ouais. Ok, et donc après, ça c'était le premier projet. Donc après, tu as enchaîné maison, appartement, locaux commerciaux. Oui, en fait, on va dire qu'en 4 ans, en fait, les 4 ans qu'on suivi juste après ça, je suis passé à une vitesse plus importante. Au début, j'ai acheté donc via une SCI 2 maisons parce que je commençais à comprendre les mécanismes, etc. Petit investissement et en fait, j'ai vite compris que l'immeuble de rapport, on entendait parler d'immeuble de rapport dans les formations que j'avais pu faire, etc. Que les vidéos que je pouvais voir, c'est qu'en fait je me disais l'immeuble de rapport, on gagne, en fait il y a une économie d'échelle qui peut être faite au niveau des travaux, de l'investissement, il y a une toiture pour plusieurs logements. J'ai vite compris que quand on divisait une surface, on avait une rentabilité plus importante, donc je me suis penché sur l'immeuble et c'est là où j'ai commencé à acheter donc un immeuble, 2 immeubles, 3 immeubles du coup, dans lesquels il y avait pas mal de ça choses. A bien enchaîné là. Ouais, donc SCI, SCIR, IS, en fait j'ai pu goûter un petit peu à tout. Et location nue, location meublée. Voilà. Et après, j'ai les deux. J'ai les deux. J'ai de la location nue, j'ai de la location meublée longue durée, location meublée courte durée. D'accord, très bien. Du coup, donc, tu as mixé les modes d'exploitation, tu as mixé les biens. Donc là, vraiment, tu as une cartographie. Je veux dire, s'il y a un changement d'un côté ou d'un autre, c'est bien parce que c'est diversifié finalement. Donc c'est très sécurisant. L'idée c'était ça. Et là je vais rebondir sur ce que tu viens de dire quand tu dis sécurisant, c'est qu'en fait actuellement avec cette histoire de Covid que tout le monde subit, je vous avoue que quand j'ai commencé à goûter à la location meublée courte durée, je me suis dit waouh, la rentabilité elle est intéressante parce qu'un bien qui peut être loué 600 €, il va être loué le double par mois, donc c'est top. Par contre, à un moment donné, je me suis dit, peut-être mettre tout justement en location courte durée, ça donne envie, évidemment. Et avec le Covid, ça m'a fait toucher du doigt qu'en fait, la stratégie de diversifier les typologies de biens m'a servi parce que pendant le Covid, au final, mes crédits étaient quand même payés par mes locations annuelles, alors que si j'avais tout un Airbnb, je pense que j'aurais mal dormi là pendant le confinement. Ouais, c'est vrai. Non, mais ça, c'est une très très bonne remarque, très bonne stratégie à mon avis. Et effectivement, donc si vous faites la location courte durée, je vous conseille aussi de prévoir et d'anticiper si jamais vous devez repasser un mode d'exploitation plus classique à l'année, d'arriver quand même à être rentable sur de la location meublée longue durée à l'année. On le voit, les nouvelles restrictions arrivent de plus en plus. Donc là, ça vient tomber sur les villes de plus de 200 000 habitants, avec le changement justement de désignation du bien, d'usage. Voilà, qui doit passer en local commercial, en usage commercial. Donc petit à petit, on se rend compte qu'il faut être prêt à rebondir. Voilà, donc il faut anticiper tout ça. Ouais, je pense que c'est vrai que la location meublée courte durée, en fait, pour moi, était une optimisation que j'ai fait sur certains biens, en fait, qui permet d'augmenter sa rentabilité, mais de le mettre partout. Et puis, ça a beaucoup d'avantages. Donc, c'est sûr que financièrement, ça a des avantages, mais ça a aussi, il y a aussi des inconvénients. C'est sûr que quand on a des locations qui sont à l'année où on s'en occupe très rarement, en fait, on a des loyers qui vont tomber tous les mois.
Bon, il faut être présent, etc., réactif quand il y a un souci, mais ça demande beaucoup moins d'énergie que de la location courte durée où il faut aller faire les ménages, il faut gérer le check-in, check-out, etc. Ouais, tout à fait. Il y a une réalité, quoi, évidemment. Oui, voilà, c'est sûr. Donc, bien, quels ont été tes freins parce que là, tu as quand même enchaîné en 5 ans un beau patrimoine, pas mal de lots, tout ça. Tu as rencontré des freins au niveau de la banque. Et les plus grosses difficultés, c'est lesquelles? Mais au début, c'est vrai que ça a été. Je pense que les premiers freins sur l'investissement immobilier, je pense que c'est les peurs. Oui. C'est les peurs parce qu'en fait, c'est des choses qui. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Je pense que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Moi, c'était des choses qui me dépassaient parce qu'on touche des sommes en fait qui nous dépassent. Bien sûr. Je pense que voilà, ma famille, quand j'étais petit, mes parents ont toujours été locataires, donc j'ai pas baigné dedans. Et oui, bien sûr. C'est quelque chose qui m'était totalement inconnu, donc d'aller chez un notaire, pour moi, c'était quelque chose d'un petit peu flippant. Bien sûr. Se dire qu'on touche à des sommes qu'on peut pas rembourser comme ça du jour au lendemain. Ouais, c'est impressionnant. Hein, au début, moi, je sais que j'en dormais pas la nuit, quoi. Les premiers, ça travaillait, ça tournait, ça tournait. Ouais. Exactement, j'ai vécu la même chose, c'est que on se dit c'est beau l'investissement, mais c'est vrai que il faut pas passer justement le cap, c'est quelque chose de pas facile. Moi aussi j'ai passé des nuits à pas dormir, on réfléchit, qu'est-ce que je fais, il faut être sûr, quoi, pas se tromper, pas se planter, quoi. Et comme dans beaucoup de choses, je pense, dans la vie, quand on passe cette peur-là, au final, il y a des choses qui paraissent beaucoup plus simples après. Aujourd'hui, d'aller chez un notaire, pour moi, c'est quelque chose, c'est une formalité et ça me fait beaucoup moins peur. Je paniquais sur le premier investissement pour 120 000 euros. Aujourd'hui, d'avoir un patrimoine à 1 500 000, je me dis, j'ai moins de pression que pour un investissement à 120 000 euros. Vous voyez, avec le temps, on l'absorbe, on s'habitue aux sommes, on s'habitue aux risques, on prend de moins en moins parce qu'on se familiarise et comme tu dis, les peurs, on a des réponses en face des peurs. On est rassuré, on sait que les loyers impayés, on peut prendre des assurances, on sait comment sécuriser ça. La vacance locative, on connaît notre marché, donc on sait que voilà, la vacance locative, on la connaît, on la maîtrise. Les dégradations, pareil, on sait comment les anticiper, on sait qu'en réalité, des gros problèmes en fait en immobilier, il y en a pas tant que ça. Non. Quand il y en a, on en parle énormément. Voilà. Et c'est ceux souvent qui n'ont jamais rien fait qui en parlent parce que c'est pour ça qu'ils n'ont rien fait d'ailleurs. Donc ils en parlent pendant 10, 15, 20 ans d'un problème qu'ils ont entendu il y a une dizaine d'années. Mais en réalité, plus on voit que ça fonctionne et on voit que ça marche bien, ça donne envie de continuer, ça rassure. Et c'est très psychologique, c'est les peurs qui tombent petit à petit et puis le champ des possibles augmente. Et les gens nous transmettent leur peur en fait au final et c'est un phénomène de société qui est normal aussi, je pense. Mais c'est vrai que si on ne passe pas ça, au final on fait pas grand-chose. Suivant à qui on en parle. Faut faire attention. Attention à qui on en parle parce que ça peut vous mettre des freins, des barrières. C'est des gens qui vous aiment, qui ont envie de vous protéger. Oui, bien sûr. C'est pas mal en soi, quoi. Mais le problème, c'est pour vous, parlez-en avec des investisseurs expérimentés lors de rencontres, avec des personnes qui ont déjà pas mal investi. C'est ces personnes-là qui vous donneront des bonnes réponses, quoi. Donc, c'est ça. Les principaux freins, ça a été psychologique parce qu'en réalité. On n'a pas vraiment de gros freins après. Alors on dit les banques, oui, les banques ça bloque aussi. Hein, au bout d'un moment, ça bloque pas, c'est plus dur. C'est plus dur, c'est plus compliqué. Il faut trouver d'autres chemins pour arriver à son but, mais il n'y a pas vraiment de barrière, quoi. Il n'y a que celle qu'on se met en fait, où on se dit là, je sais que je suis bloqué. Non, on n'est pas bloqué. On peut toujours trouver le moyen de se débloquer. Pour répondre à ta question, c'était la deuxième chose, donc après les peurs, ça a été les financements. Les financements, parce qu'il y a des plafonds, on vous suit pas. Donc on est un peu dépendant de la banque quand on n'a pas d'économie pour investir soi-même. Donc on fait fonctionner la banque. Et à un moment donné, quand on est sur une banque, j'ai dû passer après par un courtier, j'ai dû changer de banque, j'ai dû utiliser ces leviers-là justement pour investir. Tout à fait. Faut pas écouter la parole de votre banquier qui vous dit non, ça y est, c'est fini, on vous prêtera plus. Moi, on me l'a dit des dizaines de fois, mais vous trouverez jamais un crédit, mais vous rêvez, vous vous rendez compte, regardez comment vous êtes endetté, mais plus aucune banque ne prendra de risque. Alors c'est difficile à croire parce qu'on dit n'écoutez pas un banquier, pourtant c'est un banquier qui va vous prêter. Mais c'est pas celui qui vous a dit non, c'en est un autre, quoi. Et donc ça reste des humains et donc je pense que certains banquiers ne pensent que ce n'est pas possible, mais vraiment ils pensent que ce n'est pas possible, mais nous on sait que c'est possible et il faut tomber sur la bonne personne. Faut
pas avoir peur de consulter d'autres banques, évidemment, que votre propre banque. En fait, ce qu'elle aimerait, c'est vous prêter 1 ou 2 projets éventuellement, et après, elle aimerait vraiment que vous arrêtiez. Voilà. Mais une autre banque va être intéressée de vous récupérer comme client parce qu'elle dit « Ah ben moi, j'ai pas ce client, on doit rentrer des nouveaux clients, donc ben voilà, si vous êtes un bon client, que vous faites un crédit, vous faites d'autres achats de produits finalement et de services dans la banque, elle va être intéressée de prendre un peu plus de risques avec vous en vous prêtant de l'argent parce qu'il va y avoir des contreparties, il va y avoir des choses intéressantes commercialement qu'elle va pouvoir récupérer chez vous en vous prenant comme nouveau client, quoi, en fait. C'est une négociation avec la banque, c'est une relation commerciale où chacun apporte à l'autre. Et il doit y avoir une relation aussi gagnant-gagnant, il y a des contreparties qui sont exigées, c'est normal aussi. Tout à fait, donc justement, tu as fait beaucoup de banques toi après pour arriver à obtenir ton financement. Comment tu t'y es pris? J'étais surtout, en fait, c'est là où j'ai eu... je suis passé par un courtier et j'ai vu l'avantage où le courtier, lui, a un filtre et a une connaissance du système bancaire aussi et qui a pu m'aiguiller en fait sur un bon courtier. Sur de bonnes banques. Je suis tombé sur un très bon courtier. Ah super, ok. Ça c'est important. Donc c'est pareil, bon, les courtiers, il y a un peu de tout. Donc si tu te trouves sur un bon courtier, ça c'est super cool. Mais ne confiez pas votre recherche qu'à une seule personne. Non, voilà, allez-y aussi démarcher vous-même des banques. Le courtier peut-être qu'il va dire, moi je présente votre dossier dans telle ou telle banque. Ok, voilà, moi je vais aller dans telle ou telle autre banque aussi. En plus, je peux en parler parce qu'aujourd'hui, je suis moi-même, de par ma nouvelle activité aussi courtier. C'est une de mes activités dans la branche de ma nouvelle société. Effectivement, en courtier, il y a vraiment de tout. Et je pense que quand vous tombez sur la bonne personne qui va se battre pour votre dossier et qui n'est pas juste là pour envoyer et penser à sa commission, mais qui vous accompagne et qui vit avec votre projet aussi, je pense que vous pouvez avoir de belles choses. Quelqu'un qui comprend les intérêts des investisseurs et... Donc très bien. On mettra le lien de ton site internet si on veut te contacter pour du courtage ou même de l'accompagnement en investissement et tout ça. Avec plaisir, oui. Donc, et alors du coup maintenant tu proposes aussi des projets d'investissement au sein du réseau projet locatif, donc tu fais partie. Tu viens juste d'intégrer le réseur il y a assez peu de temps. Donc écoute, je suis très content de t'accueillir déjà au sein du réseau. Merci beaucoup. Et sur quel secteur tu prospectes et quel type de biens tu penses pouvoir trouver pour des clients qui te feraient confiance dans leur projet? Alors, je suis donc sur la région bordelaise, donc on va dire pour un investissement rentable, avec une rentabilité intéressante, mais aujourd'hui, il faut sortir un peu de Bordeaux. Oui, il faut s'écarter un peu. Les prix ont tellement explosé. Tout à fait. Donc sur en fait tout l'entre-deux-mer principalement. Donc l'Est bordelais et également le Lot-et-Garonne. C'est une zone sur laquelle on arrive à trouver aujourd'hui encore des biens. Moi-même j'ai investi d'ailleurs où j'arrive à trouver encore des biens rentables. Il y a des zones intéressantes. D'accord, ok. C'est quoi les types de biens? C'est des immeubles de rapport principalement que tu proposes? On est sur des immeubles de rapport, Voilà, avec un peu de déficit foncier, des opérations de déficit foncier ou location meublée. Des travaux. C'est vrai qu'on se rend compte qu'on a une bonne rentabilité, mais souvent quand il y a des travaux aussi. Oui. Et c'est là où, sur un bien où il y a des travaux, ça va faire peur à certaines personnes. Si vous maîtrisez les travaux et vous êtes bien accompagné avec des bonnes équipes, au final, les travaux font plus peur et vous pouvez partir sur des choses. Vous pouvez optimiser aussi un bien avec les travaux et avoir de bonnes rentabilités. Donc souvent, on est plus sur des immeubles de rapport avec des travaux. D'accord, ok, c'est ça qui est intéressant, c'est que grâce à toute ton expérience et tous les conseils projets locatifs sont dans ce cas, c'est qu'on va optimiser tout le processus, donc la recherche, la connaissance du secteur, la partie travaux, la partie financement, où là en plus toi tu es courtier, donc tu vas pouvoir apporter une aide encore plus pertinente, jusqu'à la recherche de locataires, analyser les bons dossiers, etc. etc. C'est vraiment, l'investissement immobilier, toutes les étapes sont importantes en fait pour en faire un projet vraiment sécure et mieux optimisé en fait. Donc, je suis d'accord, il ne faut rien négliger. En fait, je pense que dans un investissement immobilier, la recherche du bien est importante, le financement est important, la forme fiscale est importante en fonction de l'objectif qu'on va en faire. Le mode de détention, bien sûr. Et jusqu'à la mise en place des locataires, tout a son importance. C'est pour ça que réussi, en tout cas. On peut voir un projet lambda qui a été mené par quelqu'un qui n'a aucune connaissance et quelqu'un qui a vraiment toutes les connaissances avec le même projet.
en faire quelque chose de totalement différent et de très rentable, alors qu'à la base, il n'était pas rentable. Je sais que là, dernièrement, par exemple, une petite anecdote, j'ai visité un bien qui était à la vente, c'était un immeuble de rapport, et le propriétaire m'explique qu'il le vend parce qu'il est fortement fiscalisé, qu'il n'arrive plus et qu'il les vend contraint et forcé, alors que son bien était rentable, fonctionnait bien et tout ça. Et donc, ben voilà, en discutant, je vais te donner contre moi les astuces en fait, parce que je trouvais ça dommage en fait de vendre un bien de famille qu'ils avaient juste pour une question de fiscalité. Donc, je lui ai donné les astuces, les solutions, donc transformer en régime LMNP, pourquoi pas refaire financer dans le cadre d'une SCI LIS, etc., etc. Et effectivement, j'ai vu que ça lui plaisait bien et finalement, il a retiré son bien de la vente pour le garder et voilà, et l'optimiser parce que c'était vraiment une question de fiscalité, quoi. Donc c'est là où je me suis dit, en fait, ça a une vraie valeur, quoi. Ça fait toute la différence. Voilà. C'est un manque de connaissances et c'est là où le projet locatif a tout son intérêt parce que quand on est bien accompagné, on évite beaucoup d'erreurs, on va plus vite et on fait de meilleurs investissements. Et plus loin, finalement. Parce que c'est mieux, c'est plus durable, c'est voilà. C'est vrai. Bon, bah écoute, bon échange. Et quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de se lancer, je sais pas, un conseil qui te paraît très pertinent pour quelqu'un justement qui hésite encore et qui aura envie de passer à l'action? Alors je pense que l'étape de formation et justement les vidéos que tu peux faire, parce que j'ai suivi un petit peu, elles sont très bien, c'est très clair, en plus on apprend énormément de choses, donc c'est hyper utile si quelqu'un veut se lancer, c'est déjà se former pour éviter pas mal d'erreurs et arriver avec les bonnes armes. Être bien accompagné, d'où l'intérêt en plus de projet locatif, voilà, d'être bien accompagné et de voir, je reviens au conseil que je viens de dire juste avant, et ce qu'on me parlait, c'est de voir un projet dans sa globalité. Et il ne faut rien négliger en fait. Il faut rien négliger. Il faut vraiment tout analyser. Pour pouvoir être rassuré, il faut arriver à avoir des réponses à chaque fois, quoi. Donc soit vous avez un interlocuteur qui va pouvoir vous les donner, soit il faut que vous les trouviez par vous-même, par le biais de recherche. Avec sur Internet, il y a beaucoup de réponses. Hein. Donc on peut trouver aussi toutes les informations nécessaires, mais ne laissez pas une question dans le vide, quoi, ou dire ah mais ça je le traiterai plus tard, je verrai plus tard, parce que malheureusement, plus tard c'est un peu dommage, quoi. Quand on a acheté sous le mauvais statut, par exemple, si on veut changer le statut, il faut souvent se repasser par les frais de notaire, etc. Ça peut être compliqué, quoi. J'aimerais donner un autre conseil aussi important qui peut paraître paradoxal en fait, c'est que là où, quand on commence à investir dans l'immobilier, on va se mettre quelques freins, on se dit je vais commencer par quelque chose de petit et au final, quelqu'un qui va acheter, je dis pas, c'est pas une mauvaise stratégie, mais on va acheter un bien, un appartement qui va être mis en location. Le risque en fait est porté sur une location, une seule rentabilité et au final, au fur et à mesure d'avancer dans les investissements, j'ai appris que d'avoir plusieurs biens, un immeuble avec une multitude d'appartements par exemple, ou plusieurs appartements, le risque est moindre, contrairement à ce qu'on pense. On se dit, mais plus on en a, plus c'est risqué, mais au contraire, en fait, plus on en a et qui sont bien gérés, au final, on a moins de risques. Et sur un bien où, dans l'expérience, une SCI où on a eu des soucis, on a dû prendre sur une autre SCI en fait pour injecter de l'argent. On arrive à, voilà, il y a des solutions et je me dis que si on n'avait pas j'aurais pas eu d'autres biens pour on va dire mettre un pansement à un moment donné, je pense que j'aurais pu me retrouver dans des situations délicates. Alors qu'au final, c'est ça, et plus on en a, et plus c'est sécurisé. Alors il faut. Bien sûr. Complètement. C'est contraire un peu à ce qu'on pourrait penser. Oui, on a l'impression que c'est un risque important parce que plus on achète, plus on a de risques. Mais en fait, non. C'est-à-dire que moi, je l'ai concrétisé par le fait de ne plus souscrire d'assurance de loyer impayé. Avant, je voulais tout sécuriser. Je me disais, si j'ai pas ce loyer-là, moi, avec mon salaire, ça va être compliqué pour compenser. Donc, je sécurisais tout, assurance de loyer impayé, là. Et maintenant, je fais bien sûr la garantie Visal qui est gratuite parce que ça serait dommage de s'en priver. Je demande des garants quand c'est possible. Mais je ne paye plus une assurance de loyer impayé parce que j'ai la capacité à digérer les problèmes sans souci. J'ai eu un impayé, effectivement, dans le lot, ça se sent même pas passer, quoi. Voilà. Donc effectivement, et je me rends compte que c'est extrêmement rare. Et donc finalement, c'est sécurisé. Plus on en a, plus on est sécure. Et puis de toute manière, plus le temps passe, plus on capitalise, plus on peut faire front à ce qui se passe et tout. Donc voilà. Bon conseil. Très bien. Bah écoute, merci pour cet échange très intéressant. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit like, ça m'aide, c'est très sympa à vous. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, je vous donne tous mes conseils. Vraiment, c'est gratuit, c'est cadeau, donc profitez-en. Merci d'avoir regardé la vidéo sinon, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci, ciao ciao.